et bienvenue dans le podcast des Arc Film Festival. Dans cet épisode, découvrez la discussion avec le réalisateur Olivier Assayas autour de son dernier film, Le Mage du Kremlin. Le film était présenté en avant-première lors de la 17e édition du festival. Bonne écoute! Bravo encore, Olivier, pour ce film vraiment puissant. Moi, j'aimerais revenir un petit peu à la genèse du projet. Comment ce livre t'est arrivé? Comment tu as eu l'envie? Est-ce que c'est venu tout de suite de réaliser une adaptation? Parce que j'imagine que toi aussi, à la lecture, tu as dû trouver ça ambitieux et complexe. Oui, au final, bon, je vais essayer de donner de vous raconter la version la plus simple parce que c'est une longue histoire. En fait, Giuliano da Empoli, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, on se connaissait indirectement depuis avant qu'il Ouais. depuis avant qu'il écrive Le Mage du Kremlin. Et donc j'étais dans la liste des rares, des rares premiers lecteurs du roman quand le roman est sorti. C'est Gallimard qui le publiait, ils y croyaient, mais enfin quand même pas tant que ça, et ils s'attendaient pas à ce que ce soit leur raz-de-marée que le livre a été. Ça a été un des très gros succès d'édition, et moi je m'y attendais encore moins parce que, encore une fois, je le connaissais comme indirectement, mais en tant que quelqu'un qui était impliqué dans la politique, plutôt quelqu'un, un commentateur de la politique italienne. Je n'imaginais pas qu'il avait un talent de romancier et que son premier roman serait une œuvre de cette ambition-là, de cette complexité-là et de cette richesse-là. Donc, lui-même n'y croyait pas tant que ça. Moi, je n'y croyais pas encore moins, mais je me suis dit, je vais quand même lire le livre de Giuliano, ça m'intéresse. Et donc, je l'ai lu, et dans un premier temps, je n'ai pas voulu le faire. Je n'ai pas voulu le faire parce que je trouvais ça trop compliqué, comme la politique peut être compliquée. Et puis, bon, il y avait beaucoup de scènes de gens assis en train de se parler. Enfin, disons, il fallait trouver une manière de donner vie à tout ça. Enfin, ça me semblait risqué, difficile et long. Et puis, progressivement, en fait, notre agent commun, François Samuelson, a proposé à Emmanuel Carrère, qui avait beaucoup aimé le livre aussi, et que je connais depuis toujours, dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas ensemble ?» Et à partir de là, il y a un processus qui s'est enclenché, où au fond, ça s'est passé beaucoup entre Emmanuel et moi. On se dit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, on le fait pas, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? Et puis à un moment donné, on s'est dit, bon, allez, on commence à travailler, et puis on verra bien ce qui se passe. Et ça, mais c'est vrai que c'est pas une lecture qui a déclenché instantanément le désir de faire le film. On y est venu progressivement, et progressivement, plus on avançait, plus on s'est rendu compte qu'on avait raison d'y croire. Et plus on y croyait. Et à plus forte raison, quand on a commencé à trouver les décors, quand on a commencé à constituer le casting, tout d'un coup, à un moment donné, ce qui semblait un peu austère au départ est devenu au contraire un projet très excitant, très stimulant, au fond différent de tout ce que j'avais fait auparavant, donc me donnant à moi aussi l'occasion d'explorer des territoires nouveaux, qui est un peu ce dont on a besoin au cinéma, quoi. Enfin, je sais pas, quand on fait des films, on n'a pas envie de faire 2 fois le même film, on a envie on a envie de se réinventer. Et là, en fait, ça s'est révélé quand même comme une excellente opportunité de me réinventer sur ce territoire-là. Et Emmanuel Carrère, qui est quand même un grand connaisseur de la Russie, est-ce que pour toi, c'était aussi un allié qui te rassurait? Disons que moi, j'ai eu envie d'écrire avec Emmanuel. D'abord parce qu'on est très proches, on est très amis depuis toujours, depuis nos débuts communs dans le journalisme de cinéma, hein. Je veux dire, il a commencé jeune critique, et moi aussi. Donc on se croisait, on s'est jamais perdu de vue depuis. Mais surtout, j'avais besoin de travailler avec quelqu'un qui avait une meilleure connaissance que moi de l'histoire moderne de la Russie. Moi, c'est pas mon domaine de spécialité, c'est plutôt celui d'Emmanuel. Alors après, moi, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire, j'ai regardé tout ce qui pouvait y avoir comme documentaire. J'ai réuni tout ce que je pouvais comme documentation. Je suis pas devenu bon en histoire russe contemporaine, mais disons qu'au moins, je suis devenu bon sur les scènes qui me concernaient. Et
mais c'est vrai que c'était très important pour moi de pouvoir être accompagné par Emmanuel, qui lui connaît le terrain, lui qui est à moitié demi-russe, et qui parle la langue. Donc, disons que c'est quelqu'un qui, à sa manière, est imprégné de culture russe, alors que moi, je ne le suis pas. Et ce travail documentaire, quelque part, de documentation, de recherche, d'ailleurs, tu utilises aussi encore les archives ici, c'est quelque chose qui était dans la continuité. Tu as retrouvé quelque chose que tu avais déjà fait aussi dans Oh bah, Carlos, ou oui, c'était... disons que quand ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des films. Quand je fais des films contemporains, j'ai pas vraiment besoin de faire beaucoup de recherche. Mais quand je fais des films qui sont historiques ou qui brassent l'histoire, comme quand j'ai fait Les Destinées sentimentales il y a fort longtemps maintenant, mais ou Carlos, ou des projets de ce type-là, ou même Cuban Network, là, c'est l'histoire contemporaine. On peut en faire donner une version romanesque, bien sûr, mais à condition que les faits soient exacts. Donc il faut la chose essentielle quand on adapte un livre, ou quand on transpose, quand on le transpose au cinéma, et ben, faut commencer déjà par être, d'abord par ne pas avoir peur de la complexité, de ne pas avoir de la complexité, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce qui va mal dans le monde tient justement à la sursimplification de problèmes qui sont graves et complexes. Donc il faut avoir cette patience-là, et il faut trouver au cinéma des manières de rendre intéressant et de rendre vivant des choses qui sont éventuellement complexes et austères. Hem, mais mais je dirais qu'encore une fois, ce que pour moi, quand il s'agit de mondes que je ne connais pas, d'époques que je ne connais pas, c'est la question de la documentation est primordiale, et ça fait partie de plus en plus de ma manière de travailler. Préparez vos questions, on va échanger ensemble. Moi, j'ai encore une ou deux petites questions à te poser avant, et puis on essaiera d'être dans l'interaction. Comme je dis tout le temps, il n'y a pas de mauvaises questions, et puis on est entre nous, donc n'hésitez pas. Tu parlais de la manière de quelque part romancer, enfin quelque part, en tout cas, tirer du récit à partir du livre et de la réalité. Le livre est lui-même déjà, quelque part, une manière de réinterpréter le réel Bien sûr. lui-même. Et toi, là-dessus, tu as aussi fait un travail par rapport au livre d'adaptation pour, quelque part, le rendre plus cinématographique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Giuliano en partant de faits réels, et dont il a été, enfin, dont il a été lui-même l'analyste, l'observateur, euh, il a tiré un roman. Donc déjà, il s'est éloigné, il a pris un peu de distance ou de perspective par rapport à l'histoire, et par rapport aux faits. Et c'est sûr que dans un second temps, Emmanuel Carrère et moi-même, quand on a adapté le livre, on a fait un travail pour nous en éloigner d'une certaine façon encore plus, y compris, j'ai envie de dire, pour des raisons qui ont à voir avec l'observation de la politique contemporaine. C'est-à-dire que Giuliano da Empoli, il écrit avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est le récit s'arrête avec l'annexion de la Crimée et d'une partie du sud du Donbass. Mais entre-temps, il y a 10 années bien remplies d'histoires particulièrement dramatiques. Donc, on peut pas. Alors, il ne s'agissait pas de la traiter, mais enfin, il s'agissait d'être peut-être attentif à la façon dont on parlait des prémices de ce qui s'est produit, et de la guerre d'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et alors moi, j'ai une question casting, parce que quand il faut caster Vladimir Poutine, ça doit être quand même un enjeu. Comment ça se passe, et qui est parfainement réussi, qui est quand Bah, même exceptionnel. disons qu'il y a rien il y a rien que je ne dirais pas de n'importe quel autre film. C'est-à-dire, enfin, je dis ça dans le sens où, quand on prépare un film,
chose la plus importante, la décision première, essentielle, c'est le choix des acteurs. Tout le reste est, je dis pas que tout le reste est sans importance, mais enfin, si on a les acteurs qu'il faut dans le rôle qu'il faut, on commence, on construit sur des fondations solides. Et si on est approximatif là, si on est complaisant là, comme on peut l'être, hein, parce disons qu'il y a souvent beaucoup de pression qu'on vous met, surtout quand il s'agit d'un film qui est cher, pour prendre tel ou tel acteur qui a telle ou telle notoriété, parce qu'il était dans tel ou tel film, et cetera. Et tu as beau dire: «Moi, ça me convient pas, il marche pas avec le personnage», et cetera. Dis: «Oui, d'accord, mais c'est avec ce personnage-là que le film se financera». Bon, donc ce que je veux dire, c'est que, dans tous les films, la question numéro un, c'est celle-là. Là, c'est plus difficile encore parce que là, on parle d'un personnage de la vie réelle qui est tous les soirs au journal télévisé, donc sur lequel chacun a une idée. Donc il y a l'idée que le film sera aussi jugé là-dessus. Alors partant de là, il y a 2 manières de procéder, il y en a pas 150. Soit on fait ce qui était d'ailleurs ma première intuition, et cetera, c'est on le fait avec un acteur complètement inconnu. C'est-à-dire on prend quelqu'un qui ressemble, le cas échéant, à Vladimir Poutine ou à un autre, heu et hem et donc on construit un personnage singulier, quoi, et cetera, mais auquel on peut se raccrocher du point de vue de la ressemblance. L'alternative, c'est de considérer qu'un grand acteur, qu'il vaut mieux avoir un grand acteur plutôt qu'un acteur moins important ou moins expérimenté, que lui aura la capacité, le savoir-faire d'aller chercher en lui et donc, disons d'aller chercher plutôt Poutine à l'intérieur de lui-même que du point de vue de la stricte ressemblance type journal télévisé. Et donc il se trouve que je connaissais un peu, de Jude Law, et que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. Je me suis dit: «Il a le coffre». C'est quelqu'un qui a, en lui cette puissance et cette capacité de métamorphose. C'est à la fois un acteur très séduisant, très très jeune premier, enfin à beaucoup d'égards, et en même temps quelqu'un qui aime se grimer, qui aime se transformer, qui aime tout ce travail un peu de métamorphose, enfin qui est aussi celui des acteurs, mais dont pas de qui n'est pas forcément celui de tous les acteurs. Dans le cas de Jude, je savais qu'il avait les 2 qualités. C'est-à-dire qu'à la fois il avait la puissance qui était nécessaire au personnage, et en même temps, il avait ce goût de se grimer, le goût de se grimer, quoi. En tout cas, il est incroyable. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que des mains se lèvent? Oui. Alors ici. Bonjour, merci et bravo pour ce film que je trouve exceptionnel. Alors j'avais lu le livre il y a assez longtemps et du coup je ne me rappelle pas exactement des scènes et moi ce qui m'intéresse c'est un peu la question que vous aviez posée tout à l'heure, mais si vous pouviez, développer, c'est-à-dire ce que vous avez supprimé du livre, ce que vous avez rajouté. Il me semble, mais je ne me rappelle pas exactement, que la scène de Limonov n'est pas dans le livre et est-ce que c'était un hommage ou un clin d'œil à Emmanuel Carrère? Et d'ailleurs on a vu Emmanuel Alors, Carrère à un moment dans le film, qui jouait un second rôle. Et du coup, est-ce que très brièvement, vous pourriez nous citer, 1 ou 2 parties du livre que vous avez supprimées et oui. 1 ou 2 scènes que vous avez rajoutées? Alors, la scène avec Limonov est dans le livre, et c'était Emmanuel Carrère qui voulait pas la garder. Il était partisan de la couper. Moi pas. Moi j'y tenais, je pensais que c'était important parce que je trouvais que ça résonnait très bien avec Zaldostanov par la suite, et ainsi de suite. Mais enfin, encore une fois, Emmanuel est innocent. C'est moi qui porte entièrement la faute. Hem et puis, ben, disons que, pour nous, l'essentiel, c'était alors, d'une part, d'être respectueux et d'être même maniaque sur la question des faits historiques. Donc ça, c'est dans le livre. On a rectifié quelques petites erreurs, et cetera, parce que fatalement, il y en avait. Le livre avait du point de vue de l'adaptation, il avait un problème qui était son début. Parce que Giuliano da Empoli déploie à la fois le grand-père et le père de Baranov. Et c'était trop long, il aurait fallu 2 films et encore,
je suis pas sûr que ça aurait été vraiment intéressant. Ça a toute sa valeur dans le flux romanesque, mais au cinéma, donc ça, on a décidé de se concentrer sur Vadim Baranov comme dès le départ, le plus tôt possible. Hem Et l'autre point, j'ai envie de dire le point faible du livre, tenait, au personnage de Xenia. Le personnage féminin dans le livre, existe très peu et de façon, j'ai envie de dire, un peu secondaire. C'est un peu un second rôle et en fait, j'avais besoin, d'abord, j'étais pas pour faire un film de mec en train de fumer des cigares au coin du feu, quoi. Je veux dire, je ne voyais pas le film comme ça, c'était pas mon truc. Donc, je voulais j'ai tout de suite su qu'il y avait le potentiel de dév à dév enfin, il y avait un potentiel dans le personnage de Xenia qui était à développer, quoi, et donc, je me suis pas privé de le faire. Je lui ai et surtout, je lui ai donné un rôle et une place qui ne sont pas ceux que Giuliano donne aux personnages dans son livre. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est elle qui balance. C'est elle qui dit la vérité, qui dit ses 4 vérités à Baranov et qui n'est jamais complaisante avec lui. Et puis, d'une certaine façon, elle incarne quelque chose qui était très important pour moi, que sont devenus les jeunes gens qui, au sortir de l'Union soviétique, ont cru changer le monde, ont cru pour pouvoir réinventer la Russie, ils ont été écrasés. Leurs espoirs ont été brisés et toute cette génération a été gâchée. Et au fond, je me suis dit, le personnage de Xenia pourrait vivre la vie qu'aurait pu vivre la jeunesse russe si on lui en avait donné la possibilité. Voilà. Donc après, il y a plein de choses. Il y a des scènes qu'on a gardées, des scènes qu'on n'a pas gardées. Il y a une scène que je regrette beaucoup, mais enfin, le film est déjà très long, donc, etc. Mais qui aurait fait rire, rire moi au minimum. Mais enfin, vous aussi peut-être. D'ailleurs, elle n'est pas si drôle que ça. C'est quand Poutine rencontre Angela Merkel. euh, et il lâche son chien, alors qu'il sait très bien qu'elle a été traumatisée enfant par un chien qui l'a attaqué, etc. Et donc, il lâche cet énorme chien en faisant semblant de ne pas se rendre compte, de ne pas savoir ce qui se passait, etc. Et où, évidemment, il y a la totalité de Poutine. Ça raconte ça avec ça. Mais, encore une fois, on était obligé de faire des arbitrages et on ne pouvait pas adapter tout le livre. Ça aurait été un épisode de plus, mais il aurait pu y en avoir d'autres. On se demande qui aurait fait Merkel, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres bras levés? N'hésitez pas, hein, Oui, là-bas, il y a une question. Pardon, on parle de Jude Law, mais moi, Paul Dano, j'en suis folle. Comment est venu ce choix de Paul Dano? Alors, disons que alors là, par contre, ça va être une réponse relativement brève. Pour moi, c'était évident depuis le début. C'était une évidence depuis le début et tout le monde n'était pas d'accord. Donc il a fallu négocier, palabrer, discuter, réfléchir, laisser le temps passer, etc. Mais enfin, grâce au soutien de mes producteurs, on a fini par s'arrêter sur Paul Dano, mais on aurait aussi bien pu commencer par là, parce que pour moi, c'était dans les acteurs de Hollywood d'aujourd'hui, celui qui, d'une certaine façon, avait l'intériorité, le mystère, et puis ce côté un peu slave, enfin dans les traits, qui pour moi était le personnage de Baranov. Et en réalité, j'ai jamais pensé sérieusement à quelqu'un d'autre qu'à Paul. Pour faire ce rôle-là, et il s'est révélé à la hauteur de tout ce que j'espérais, c'est-à-dire qu'il y a ce que vous voyez à l'écran, et il y a le travail de recherche, de réflexion, de discussion. Alors, il y a des acteurs qui ont plus ou moins besoin qu'on leur explique, qu'on leur donne des arguments, etc. Paul fait partie des gens qui ont besoin qu'on leur donne beaucoup d'arguments, parce qu'il pose des questions sur tout. Il remet en question tout, il interroge tout, et il a besoin d'être certain de la solidité du matériel qu'il va défendre.
mais comme je raisonne d'une manière relativement semblable, on s'est assez vite trouvé, hein, et on s'est vraiment très, très, très bien entendu. Merci beaucoup. Alors, il y a un bras levé là-bas, non? Oui. Oui, je vais peut-être vous poser une question un peu de Béotien, mais Baranov est un personnage réel? Question difficile. Oui et non. C'est-à-dire il est inspiré d'un personnage qui s'appelle Vladislav Surkov, qui en effet a été un conseiller de Poutine. Giuliano d'Empoli s'est servi de Surkov pour inventer Baranov. Donc il s'en est éloigné. Et puis nous, quand on a compris ça, moi j'ignorais qui était Vladislav Surkov, hein, je ne vous le cache pas, je découvre en recherchant, en faisant la documentation du film. Donc la question, et tout d'un coup, et puis je commence à lire ce qu'écrit Vladislav Surkov. J'ai un peu les cheveux qui se dressent sur la tête, parce que c'est un personnage extrêmement problématique. Et Giuliano l'a largement transposé et rendu beaucoup plus intéressant et d'une certaine façon plus soft qu'il n'est réellement. Et dans un second temps, quand Emmanuel Carrère et moi-même nous sommes attaqués au scénario, nous on savait qu'on ne voulait pas de Surkov dans le film. On ne voulait pas de ça dans le film. Donc, mais par contre, ce qui nous intéressait, c'était comment dire, le développement des idées et des stratégies de Surkov qui sont reproduites, sinon à l'identique, au moins dans un esprit qui est celui de leur inventeur. Donc, on s'est éloigné de plus en plus du personnage Surkov. Xenia, par exemple, est entièrement une invention, enfin, est une pure invention. Il y a personne qui ressemble à Xenia dans la vie réelle. Mais disons que en fait, plus on avançait et plus on cherchait à s'éloigner, en tout cas, de Surkov. Et pardon, ce que je voulais dire, on a par contre, encore une fois, conservé ces stratégies, parce que ce sont les stratégies de Surkov qui ont largement contribué à l'invention des nouvelles modalités de la politique contemporaine, et en particulier l'utilisation maléfique des réseaux sociaux et d'Internet. La stratégie du chaos, enfin, quelque part, c'est un peu comme ça qu'elle est décrite, non? Oui, enfin, Déstabiliser la démocratie occidentale. c'est des stratégies de déstabilisation, oui. Bonsoir. Bah déjà, bravo et merci beaucoup. Alors, excuse-moi, la question va peut-être surprendre, mais bon, juste moi, personnellement, je n'ai pas lu le livre, hein, et donc je demande à mes amis qui sont là, cette fin, c'est quand même une fin, voilà, est-ce que c'est en effet dans le livre, c'est-à-dire cet homme est abattu, et bien sûr, on peut imaginer qui est à l'origine. Donc, est-ce que c'est en effet dans le livre ou est-ce que c'est un choix de votre part? C'est un choix de ma part. C'est pas dans le livre. C'est pas dans le livre, et c'est pas dans le scénario non plus. Et il y a un moment donné où, pour les raisons que je vous ai données un peu en vrac là, l'idée que Baranov allait vivre une retraite heureuse auprès de ses chiens et de sa petite fille, et qu'il va amener à l'école le matin, ça me semblait intolérable. Ça me semblait inacceptable. Et donc dans le processus du tournage, à un moment donné, je leur ai dit, il faut se débarrasser de Clichy. Et ça s'est pas fait d'une seule. Enfin, disons qu'il a fallu que, encore une fois, on a tourné. D'abord, Paul Dano aimait pas du tout l'idée qu'on tue son personnage, donc on a tourné 2 versions de la fin. Je sais plus si on a tourné 2 ou 3 versions de la fin. On a tourné la fin que vous avez vue, qui était la seule bonne, à mon sens. Mais enfin, on en a fait une autre qui se terminait comme
le roman, c'est-à-dire avec le départ de la voiture, bye bye, ciao, au revoir, etc. Et il y en a une troisième où il reculait, et on le perdait dans l'obscurité des bois, qui était une troisième hypothèse, mais que je trouvais d'une facilité. Ben moi, alors, je me permets juste parce que quand même on a un fil rouge sur la démocratie cette année, et c'est vrai que pour nous c'était vraiment important de passer ce film. Euh, Quel sens il a pour toi, parce que c'est pas ton premier film politique aussi, celui-là, à ce moment-là, dans le monde dans lequel on vit, par rapport à... Est-ce qu'il y avait une volonté de rétablir aussi une réalité dans un monde où la vérité est quand même... Disons que moi, dans un premier temps, je pense que je me suis intéressé, je me suis immergé dans cette histoire-là, parce que je me suis toujours intéressé à la question du politique. Quand je fais Carlos, c'est de ça qu'il s'agit. Quand je fais Destinée sentimentale, au fond, c'est de ça qu'il s'agit également. Quand je fais le Cuban Network, c'est l'histoire contemporaine. Et aujourd'hui, ce dont on est témoins les uns et les autres, il y a une transformation de fond du registre politique, de ses outils, de ses méthodes, de son personnel, et qu'aujourd'hui on est dans un contexte où tu parlais tout à l'heure de stratégie du chaos. On est dans cette stratégie du chaos. On s'y est retrouvé. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'intéressait d'essayer, avec les outils du cinéma, de faire quelque chose que le cinéma n'a jamais fait. Et c'est-à-dire essayer d'être à sa manière synchrone de l'évolution politique contemporaine, et non pas de regarder cette histoire-là avec la perspective, avec une perspective, je dirais, historique au sens académique du terme, disons. Donc ça, c'était... Et de ce point de vue-là, j'ai eu la chance, donc, depuis le départ, d'être accompagné par Giuliano d'Empoli, qui est un des grands penseurs de la politique contemporaine. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, il y en a d'autres, il n'est certainement pas le seul, mais il fait certainement partie des très bons analystes, et avec une grande capacité à saisir les idiosyncrasies de la politique contemporaine. Et donc, c'est vrai qu'il y avait dans le livre cette pépite, etc., qui permettait de raconter autre chose que l'ascension de Vladimir Poutine, de raconter quelque chose qui raconte l'évolution de la politique contemporaine. Et suivez mon regard en direction de l'autre côté de l'Atlantique. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci encore pour vos superbes questions, le public. Bravo. Merci.